L'intégrité nationale est menacée par les personnes véreuses qui veulent à nos terres. Est-ce possible ou bien judicieux de pouvoir négocier avec les rebelles du M23? Qu'en est-il? Nous en parlons sur ce plateau. Je reçois pour vous une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche. Un homme de Dieu, franc, ouvert, mais un patriote qui soutient sa patrie. Lui, c'est le révérend Paul Mukendi, que vous connaissez, et si bien qu'il nous faut l'honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler politique, nous allons parler sur les relations entre les deux pays, la RDC et le Rwanda, et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de la situation de la RDC en son ensemble. Je dis bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour, bonjour. Et je parie que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, révérend, 20 janvier 2024, 20 janvier 2025, ça fait déjà une année du deuxième mandat du président de la République. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans le premier mandat du deuxième quinquennat du président de la République? Bon, qu'est-ce que vous pouvez retenir dans sa gestion? Il y a plusieurs chantiers, hein. Donc on attend voir. Il est sur plusieurs fronts. Mais ce qui est beaucoup plus positif en ce moment, c'est par rapport à la guerre contre le Rwanda. Nous voyons que le chef d'État a poussé les bouchons quand même un peu. Il a poussé un peu plus loin pour mettre Kagame à genoux. Et ça, c'est quelque chose de positif. C'est de positif. Ouais. À part par rapport au niveau, par rapport à la sécurité, quel est-ce que vous retenez encore dans sa gestion par rapport à l'amélioration? Amélioration de quoi? Aux conditions de vie, la manière dans sa gestion. Bon, conditions de vie, c'est un travail du gouvernement. De ce côté-là, on attend voir. Il n'y a rien qui se fait d'extraordinaire. Donc, il y a eu la dépréciation du franc congolais face au dollar. Là, la population est en train de pleurer pour voir. Bon, ils ont essayé de stopper un peu l'hémorragie, sauf qu'il faut baisser. Et c'est pas facile quotidiennement pour le peuple. C'est pas facile, mais on attend voir. On attend. Alors, prenons cette question qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive le week-end dernier, lors d'un discours de dîner avec les ambassadeurs. Le président rwandais, Paul Kagame, je cite, qui s'est attaqué à la RDC en disant que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'avait jamais été élu, que ce soit le premier ou le deuxième mandat. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie médiatique? Bon, premièrement, c'est des bêtises. Ouais, c'est des bêtises, ça vient des Kagame, c'est complètement des bêtises. C'est un homme fini. S'il peut, lui, se présenter comme étant le président de la CENI, de la commission, je crois, commission nationale indépendante, nationale indépendante, qui organise les élections, bon, c'est très grave. C'est même très grave. Nous sommes un État souverain. Je pense que il est fini. Il est fini. C'est le karma maintenant. Ah, il est déjà fini? Non, il est fini. Il est fini. C'est un homme désespéré. Il s'est plongé même dans les injures. Bon, que Tshisekedi soit élu, qu'il ne soit pas élu, en quoi ça le concerne, lui? En quoi ça le concerne? Ça concerne les Congolais. Donc, ça veut dire que ces agitations sont des signes qui marquent sa fin? Oui, ça marque sa fin. Parce que c'est à cause de Kagame. C'est Kagame, en fait, il fallait mettre le Congo à genoux pour que le Kagame prenne le leadership de la région. Et ils avaient réussi avec Kabila. C'est avec la complicité du régime Kabila qu'ils ont mis le Congo à genoux. Ils ont infiltré l'armée, ils ont tout fait. Alors aujourd'hui, ils sont fâchés, ils sont énervés, parce que tout ça est fini, c'est terminé. Ils ont d'abord sorti Kabila. Kabila est sorti, nous montrant des photos, multipliant des rencontres, et puis après, lui-même, le parrain, est sorti maintenant avec des injures. Il est fini, le gars est fini, c'est terminé du règne de Kagame avec le Rwanda tout puissant dans la région, c'est terminé. Cet éléphant qu'ils avaient mis à genoux est en train de s'élever, le Congo. Dans l'année dernière, l'année passée,
il fallait qu'il y ait une rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, avec son homologue rwandais, tout simplement pour voir un peu en cette question de la sous-région, ce qui dérange l'Est de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu. Le président du Rwanda a demandé au président Félix Tshisekedi d'aller négocier avec le Rwanda, d'une certaine façon. Estimez-vous vraiment que c'est impérieux de pouvoir négocier avec le Rwanda? Faut-il ou non négocier avec le Rwanda? Avec le Rwanda ou le M23? Avec le M23, voulais-je dire. Mais ce n'est pas d'abord à Kagame de nous dicter notre conduite. Ce n'est pas à Kagame de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Là, tout à l'heure, il parle des élections. Tandis que chez lui, il est élu à plus de 90%, presque 98%. Résultat, il n'y a la jamais eu des soviétique. élections libres, transparentes et démocratiques. Ça n'existe pas, mais il s'insurge contre les élections en République démocratique du Congo et il veut lui désigner notre président. Alors là, il dit maintenant qu'il faut qu'on négocie avec le M23. En quoi ça les concerne? Nous, c'est à nous de choisir notre politique. C'est que nous voulons et c'est ce que nous ne voulons pas. Pour nous, nous faisons la guerre contre le Rwanda. On ne fait pas la guerre contre le M23. C'est Kagame qui nous agresse. Ce n'est pas le M23. Le M23 n'existe pas. C'est Kagame. Donc, si vous dites que nous sommes agressés, en réalité, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes plutôt agressés. Non. En réalité, nous sommes en guerre contre le Rwanda. C'est parce que le Congo ne réagit jamais contre le Rwanda. Pourquoi est-ce que le Congo ne réagit pas par rapport à ces attaques? C'est la question que tous nous nous posons. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il ne réagit pas? Moi, à mon humble avis, j'ai toujours dit, ce sont les Occidentaux qui ont toujours fait pression sur la RDC afin qu'ils ne réagissent pas. Parce que naturellement, c'est pas normal. Qu'on te frappe, il y a la réciprocité. Donc, lorsque tu me frappes, je te frappe aussi. Absolument. On le voit même avec l'Ukraine qui est tout petit face à la Russie. Quand la Russie frappe, l'Ukraine aussi cherche à répliquer. Il y a Israël et Gaza. Où à un moment donné, la communauté internationale demande à Israël de ne pas frapper, mais Benjamin Netanyahu frappe toujours. On doit toujours frapper. Même l'Iran a fait ça contre Israël. Lorsqu'Israël a frappé en Iran, l'Iran aussi a répliqué. Bon, nous sommes presque le seul pays au monde qui ne réagit pas. Ça fait des années qui crie aux voleurs, mais on n'est pas capable de réagir. On n'est pas capable de réagir. Et pourtant, nous avons des frontières. On est là. Les frontières sont là. Bon, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le sein des saints. Entre la voie diplomatique et la voie, en fait, de prendre les armes et aller faire la guerre de manière droit au Rwanda, qu'est-ce que vous préférez le plus? D'abord, la guerre a toujours été quelque chose de pas bon. C'est pas bon la guerre. Il faut toujours dialoguer, il faut toujours parler. Mais face au Rwanda, on donne au Rwanda une importance qu'elle n'a pas. C'est un tout petit pays comme ça, minuscule alors. Minuscule. Mais qui nous fait pleurer. Quand on parle du Rwanda, on peut croire que le Rwanda est un grand pays comme l'Afrique du Sud, ou je ne sais pas, comme le Soudan, ou comme l'Algérie. Non, c'est un tout petit pays comme ça, minuscule. Alors Kagame ne peut pas écouter la voix de la diplomatie. Il ne peut pas écouter la voix de la diplomatie. S'il n'arrive pas à écouter Kagame doit écouter seulement le langage de la force. Il doit écouter le langage de la force. Le langage de la force. S'il arrive à faire le front avec les RDC, ça veut dire qu'il a des partenaires ou bien des parrains derrière lui. Il n'a jamais fait front contre la RDC. La RDC n'a jamais engagé un combat direct avec le Rwanda. Parce que si seulement aujourd'hui nous engageons des hostilités contre le Rwanda, Kagame ne sera pas au pouvoir même pendant, je ne sais pas, une semaine. Le président de la République avait promis que le jour où une seule bombe tomberait sur, je ne sais pas moi, n'importe quelle terre de la RDC, il ferait la guerre au Rwanda. Qu'attend-il jusque-là? C'est parce que le Rwanda a été soutenu, par exemple, par la France, les États-Unis, l'Angleterre. Tous ces pays-là que j'appelle des pays voyous, ce sont eux qui donnent la force au Rwanda. C'est pourquoi la RDC recule, a un peu peur. Oui, mais ils vous font peur. Ils vous disent, on va vous sanctionner, on va vous punir, on va faire ceci. Et ces gens-là ont signé des décrets contre Poutine. Vous pensez que c'était contre Poutine qui le faisait? Non. Poutine est le maître du monde aujourd'hui. Ce n'est pas contre Poutine qui le faisait, c'est contre le président des pays africains, des pays du tiers-monde. C'est pour dire, regardez ce qu'on peut faire de vous.
Si vous ne nous écoutez pas, regardez ce qu'on peut faire. Alors c'est un message. Alors nos chefs d'État ont peur. Demain, tu deviens une personne non grata. On met sur toi un mandat d'arrêt international, on fait ceci, on fait cela. Ce sont eux qui ont soutenu le Rwanda pendant toutes ces années. Parce que les minéraux qui sont volés chez nous, ce sont eux qui en profitent. Ce sont eux. On a vu à la francophonie comment Macron s'est comporté. Il nous a promis des sanctions. Les sanctions ne sont jamais arrivées. Et les Américains, comme d'habitude, des gros hypocrites. Alors, c'est tout ce qui se passe. Donc, c'est eux qui sont les parrains du Rwanda. C'est eux les parrains. Si le Rwanda a plusieurs parrains, qu'attend-il la RDC pour ne fût-ce qu'avoir un parrain comme la Russie? Vous venez de le dire que la Russie est aujourd'hui maître à bord, il est un grand puissant dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un partenariat avec la Russie? Sur le plan géopolitique, la RDC c'est un pays un peu complexe. Ouais, la RDC c'est un pays un peu complexe, ce n'est pas un pays comme le Burkina Faso et consorts. Et deuxièmement, nous sommes un pays que Kabila avait détruit jusqu'à la racine. Alors, il faut reconstruire l'armée. Tu ne peux pas faire front si tu n'as pas... On ne négocie pas quand on n'est pas dans la saison de sa force. Il faut être fort pour être capable de négocier. C'est un pays... Le président Tshisekedi a trouvé un pays écoutez, qui existe juste sur papier. Mais aujourd'hui, on a commencé à avoir une armée, nos services de sécurité, on récupère petit à petit des choses entre les mains. Et il y avait des gens qui circulaient dans ce pays comme des tout-puissants, mais aujourd'hui, ils sont en fuite. D'eux-mêmes... Écoutez, donc il fallait d'abord reconstituer, être fort à l'intérieur avant de faire front. Vous ne pouvez pas aller vous battre même avec un tout petit pays si vous n'avez rien, vous ne contrôlez rien. Cette armée était une armée presque étrangère. Aujourd'hui, nous avons récupéré quand même cette armée-là et on est en train de la moderniser. L'armée est en train d'être modernisée. Aujourd'hui, le 20 janvier 2025, c'est l'investiture du président américain Donald Trump, le 47e président des États-Unis. Alors, revenons Paul Mukendi. Comment trouvez-vous ce comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche par rapport à la géopolitique? Estimez-vous vraiment que les choses pourront bouger au niveau de l'Afrique, aussi par rapport à cette situation qui endeuille les familles depuis des décennies? Donald Trump pourra faire quelque chose pour nous en Afrique? Bon, Donald Trump a été élu par les Américains. Il ne faudrait pas qu'on s'efface, qu'on puisse rêver en couleur. Il a été élu par les Américains, pour les Américains. Et nous avons élu Félix Tshisekedi. Donc nous devons compter sur nous-mêmes plutôt que compter sur Donald Trump ou les Américains. Il y a ce qu'on appelle la politique américaine. Quel que soit le président qui est à la tête du pays, il y a une politique que les Américains ont. Absolument. Mais cependant, les démocrates sont beaucoup plus démoniaques que les républicains. Donc, ouais, les démocrates sont des gros méchants et puis ce sont des gens qui n'ont pas de valeur. Mais tandis que les républicains, ce pas des gens qui aiment faire des guerres, des petites guerres comme les démocrates. Bon, à ce niveau-là, on peut s'attendre à quelque chose peut-être de bien. Et surtout que le président Tshisekedi a été, lorsqu'il a été élu, c'est Donald Trump qui a été quand même au pouvoir. Donc, ce qui fait qu'il y aura une continuité entre ces deux régimes qui pourront toujours continuer à se parler parce que c'est le camp de Donald Trump qui revient encore au pouvoir. Donc, on a eu de bonnes relations lorsque Donald Trump a été à la tête de son pays et je pense que cela va encore continuer pour la gloire de Dieu. Mais nous ne pouvons pas attendre à ce que l'Amérique prenne des bonnes décisions en ce qui nous concerne. Non, ça on peut pas se faire en géopolitique, comme il est en train déjà, ils sont dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'il avait dit dès que moi je prends le fauteuil, je vais mettre terme à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a déjà le cessez-le-feu entre l'Israël et le Gaza d'une certaine façon. Il est en train d'accélérer les choses. Est-ce qu'on peut pas aussi espérer quelque chose de genre en Afrique? Ils accélèrent les choses là où ils sont impliqués directement parce que la guerre est toujours coûteuse. C'est coûteux. Les États-Unis, quoi qu'on dise, en Ukraine, et l'OTAN a échoué. Ils ont échoué face à la Russie. Donc la Russie les a vraiment ridiculisés. Ils ont échoué. Mais c'est des milliards. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut prendre une décision pour mettre un terme à cette hémorragie financière. Donc c'est pour cela que s'il arrête la guerre, même les Américains vont l'acclamer. Mêmement aussi, ceux qui soutiennent Israël, c'est qui? C'est toujours les Américains. Donc si plus vous ouvrez plusieurs fronts, vous faites la guerre, écoutez, plus à l'intérieur là-bas, vous aurez aussi faim. Parce que c'est l'argent que vous dépensez.
Alors mieux vaut arrêter ces guerres-là et se concentrer sur l'Amérique. C'est ça sa politique. Mais ceux qui font la guerre ici avec le Rwanda, ce sont les multinationales qui sont français, qui sont américains, qui sont anglais, canadiens, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus ça qu'il faut. Il faut tout simplement que le président fasse aussi pression sur le Rwanda. Il faut qu'on asphyxie aussi le Rwanda. Il faut qu'on fasse pression sur le tout petit pays et peut-être renverser Kagame. Ça serait aussi une option. Lors des échanges avec le corps diplomatique, le président de la République a demandé des sanctions contre le Rwanda. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le président demande des sanctions contre le Rwanda. Ça date des années qu'il continue à demander les sanctions. Et récemment, ici, il vient encore de demander. Pourquoi est-ce que ces demandes n'ont jamais été validées d'une certaine façon, évoluées? Mais il continue toujours. Est-ce que cette communauté internationale a quand même une oreille attentive sur ce que nous sommes en train de vivre ici comme exaction? Non, mais écoutez, c'est des pays voyous. Ce sont eux qui sont derrière tout ce qui nous arrive. Nos frères et sœurs, nos mères, nos pères, nos enfants qui sont morts là-bas à l'Est, ce sont eux qui sont les auteurs de tout ce qui se passe. Le Rwanda ne peut pas nous faire la guerre. Et il n'a pas d'abord, le Rwanda n'a pas de moyens. Le Rwanda n'a pas les moyens, n'a pas d'effectifs même. Alors, mais ça fait des années que ces gens-là font la guerre parce que ce sont eux qui soutiennent le Rwanda, l'Ouganda, tout ce pays-là que nous connaissons. Donc, peut-être politiquement, il faut toujours lire un texte, leur parler, mais en réalité, on ne peut pas attendre rien de bon de Macron. Non, non, non. On ne peut rien attendre d'eux. Non, rien attendre d'eux. Rien, rien, rien du tout. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Les Congolais doivent apprendre à compter sur eux-mêmes. Plutôt, ah, la France, j'ai vu des gens, ah non, on a invité tel politicien, on a invité Kabila aux États-Unis, on a invité tel. Vous savez, c'est ça le problème avec le Congolais. Ça veut dire qu'il faut qu'on me reçoive à l'Élysée, il faut que je sois à Washington, il faut que je sois, je ne sais pas, à telle place. Écoutez, nous devons nous rabattre sur nous-mêmes, compter sur nous-mêmes en tant que peuple, en tant que nation, et c'est comme ça qu'on deviendra fort. Mais si nous voulons compter seulement sur les autres, on ne va jamais et on ne pourra jamais s'en sortir. Nous devons compter sur nous-mêmes. J'aime ce que vous dites. Parlons un peu de la cohésion. Nous sommes en guerre, tel que vous venez de le dire, et nous constatons dans l'opinion, ou bien sur l'ensemble du territoire, ou bien l'ensemble du pays, on ne sent pas une cohésion entre Congolais, par rapport aux même les acteurs majeurs de la politique. Nous sommes agressés, mais quand on regarde même dans nos médias, il n'y a pas un accompagnement. C'est comme si on est en train d'accompagner l'ennemi. Qu'est-ce qui fait défaut pour qu'il n'y ait pas de cohésion? Le problème, c'est que d'abord, ici au pays, il y a la crise. D'abord, premièrement, il y a la crise économique. Il y a beaucoup de gens qui ont le micro, qui ont des caméras, qui se disent journalistes, mais en réalité, ils ont faim. C'est fort ça. Oui, ce sont des gens qui ont besoin d'argent. Alors, il suffit qu'on lui donne l'argent, il est capable de saboter son pays pour parler en faveur même de l'ennemi. La plupart ont faim. C'est ça la réalité. Mais il y a des gens qui ont une conscience. Même s'il n'a pas d'argent, mais il pense d'abord à son pays. Il y en a, mais ils sont peu. Et deuxièmement, quand on dit dans l'opinion, la population soutient le chef de l'État. La population soutient le chef de l'État. La population est... Ben, il y a des opposants aussi à Vladimir Poutine, tout comme il y a des opposants au président Tshisekedi. Mais la plupart des ténors
de la politique congolaise sont dans l'union sacrée. Donc quand vous parlez de l'opposition congolaise, l'opposition, qui est opposant? Citez-moi d'abord, quels sont les opposants congolais, sur qui vous pouvez dire l'opposition a parlé. Qui est opposant? Qui est opposant? Selon vous, vous n'estimez pas qu'en RDC, nous avons des opposants? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Peut-être pour moi, je peux dire, pas des opposants, des carrures. Il y a une personne qui est en train peut-être de faire une opposition républicaine. Je peux parler de Mouzito. Mouzito. Oui, l'ancien Premier ministre, qui est en train de parler. Il y a aussi Moïse Katumbi qui fait une... Non, Moïse Katumbi, c'est de la blague, là. C'est de la blague. Il a dit qu'il est opposant, un républicain. Non, c'est quand même de la blague. Il a fait combien de pourcents aux élections? Vous voyez, il a été désillusionné, déculotté, complètement désillusionné. Il a fait combien de pourcents aux élections? Il faut le dire. Il faut le dire, il a fait combien de pourcents? C'est quoi? C'est 7, hein? 7 ou 6, comme ça. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça. Il croyait que on peut acheter. Aller aux élections, c'est une autre réalité. Vous savez, tu peux te promener dans les rues là-bas de Lubumbashi, tu vois les gens qui sortent là-bas parce que tu as distribué 5 000 francs, 10 000 francs aux uns et aux autres. Maintenant, sur l'ensemble de la République, écoutez, ça a été dur hein, pendant les élections. Ça a été très dur. Alors, on ne peut pas parler quand même, si nous voulons devenir et être considérés comme un pays sérieux, on ne peut pas parler aujourd'hui de Moïse Katumbi comme étant vraiment un opposant de taille. Vous ne pouvez pas d'abord abandonner même Martin Fayulu, aller citer Moïse Katumbi. Vous comprenez un peu? Non, il n'est pas un opposant de taille. Non, non. Ils sont quand même sérieux là. Nous savons comment est-ce qu'aujourd'hui il est parvenu à se faire connaître. C'est à travers la corruption, en donnant l'argent à gauche et à droite. Mais ce n'est pas parce qu'il a des idées politiques. Quelle est son idée politique? Quelle est la pensée qu'il a? Écoutez, il y a des gens qui ont été des accidents de l'histoire dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils se sont retrouvés même au sommet de l'État, en train de diriger tout ça. Mais on sait comment est-ce qu'ils sont parvenus au pouvoir. Mais ils ne peuvent pas gagner aux élections. Si par exemple il y avait élection, non, ils ne savent pas aller s'accaparer du pouvoir à travers les élections, à travers un combat politique. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a une rencontre récente qu'on a vu, lui et le président, l'ancien président Joseph Kabila, sénateur à vie, le sénateur à vie, voulais-je dire, ils se sont rencontrés, il y a des pourparlers pour l'unicité de l'opposition. Ils parlent de quoi? Peut-être qu'ils parlaient de leurs affaires, peut-être qu'ils parlaient comment est-ce qu'ils peuvent vendre encore les Ndakala ou les autres choses. Non, c'était pour renforcer les capacités de l'opposition. Mais lui, Kabila va parler du Congo en tant que qui? Il est sénateur à vie. Et la Constitution lui interdit de parler politique. Premièrement. Deuxièmement, il a fui le pays. Bon, il est à l'étranger. Peut-être qu'ils se sont rencontrés en parlant de dire non, toi, on va vendre où la farine, l'autre dit il a quand même une famille politique, comme lui ne peut pas être. Mais il ne fait pas partie d'institution. Il a combien? Monsieur Kabila a combien de députés à l'Assemblée nationale? Alors il parle en tant que qui? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas de député. Et dans un pays sérieux, il serait aux arrêts. Parce que c'est lui qui a vendu ce pays. Kabila dans des pays sérieux, il serait aux arrêts. Oui, il serait aux arrêts. Il serait aux arrêts. C'est de la trahison. Il a vendu vraiment le pays. Si regardez tous les accords, tout ça qu'il a signé contre la République démocratique du Congo. L'infiltration, l'arrogance de Kagame. Même du temps de Laurent Désiré Kabila. Kagame n'a jamais été aussi arrogant que du temps de Joseph Kabila. Kabila, Joseph, c'est un accident de l'histoire. Joseph Kabila est un accident de l'histoire. Oui, mais c'est un accident de l'histoire. Est-ce que vous pensez dans un Congo sérieux, Kabila serait même président de notre pays? Non, c'est un accident de l'histoire et qui ne pense pas qu'il va encore revenir au pouvoir. Donc si ça vous engage, si selon vous, vous ne le mettrez même pas dans l'histoire, il ne doit même pas être dans l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans les annales, on doit effacer toutes les années Kabila, mais on ne peut pas effacer les 18 ans. On peut dire qu'on avait un certain président qui était venu, mais on doit quand même tout faire pour effacer ces années-là. Ouais, il a fait du mal. Non, il a fait du mal au Congo. Il a fait du mal au Congo. Si aujourd'hui nous sommes toujours en train de battre les ailes, c'est à cause de lui. Et il a détruit même l'homme congolais. L'homme congolais, cette mission, il a réussi. Quand vous voyez quelqu'un... Il a détruit à quel niveau?
Oui, mais quand tu détruis l'école, tu détruis l'éducation, tu détruis tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Les gens ne savent plus quand même réfléchir comme il le faut parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Le sens du patriotisme est détruit. Même quand les gens sont là, il y a quelques personnes qui sont là. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. On devrait même interdire aux gens de parler de Kabila. Parce que vous ne pouvez pas aller en Allemagne et aller parler d'Hitler. Le vanter même devant les caméras. Donc vous comparez Kabila à Hitler. Ok, on a eu combien de présidents? On en a eu 5 jusqu'à présent. Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Citez-moi un seul de ces présidents qui a tué autant comme Kabila. Où il y avait des charnières partout. Des fausses communes là-bas, des fausses communes ici, des fausses communes. Même si on nous a parlé du temps de Mobutu qui avait ceci, mais ce n'est pas à comparer avec le temps de Kabila. Non, c'est-à-dire ce qui a été fait pendant 18 ans n'est pas comparable à ces non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Il a fait le mal plus que... Il a fait le mal plus que... Les 32 ans. Il a fait le mal, pas seulement 32 ans. On prend Laurent Désiré Kabila, on prend Mobutu, on prend Kasavubu, on peut même prendre Tshisekedi, on les met tous ensemble. Lui, il a fait le mal plus que tous les présidents du Congo réunis. Oh, c'est fort. Oui, mais il a... écoutez, la preuve en est qu'aujourd'hui, il a laissé le pays avec quelle économie? Il nous a laissé avec quelle armée? Et aujourd'hui, il complote contre son pays. Le pays que toi, tu as dirigé. Il a fui au Congo. Mais qui l'a chassé ici? Et aujourd'hui, il est réfugié là-bas en Namibie. Mais qui l'a chassé du Congo? Personne. Il est retourné. Il a tout simplement honte de retourner au Rwanda. C'est la honte, mais en réalité... Bon, il a honte de retourner au Rwanda. Oui, il a honte de retourner au Rwanda, parce qu'il sait que, oh, on va dire, voilà, on a toujours dit. Non, il a honte, mais ça finira par aller là-bas. Ouais. Reverend, quelle est votre analyse par rapport à la décision qui a été prise récemment ici par rapport aux médias étrangers? Parce que il y avait les médias étrangers passaient des messages... beaucoup plus qui allait dans le sens de promouvoir l'ennemi, en fait. Quelle est votre analyse de bannir ces médias-là sur le territoire national? Si ça dépendait de moi, j'irais déjà les bannir depuis très longtemps. Pourquoi les laisser chez nous? Nous sommes en temps de guerre. Vous avez vu même en Europe, ils ont refusé les médias qui étaient pro-russes. Ils les ont bannis chez eux, ou qui disent qu'il y a la démocratie. Ils les ont interdits à ces médias-là de diffuser chez eux. Pourquoi nous, on doit laisser ces gens-là diffuser? Même lorsque nous avons des gens, il y a des médias qui sont là, qui font l'apologie de Kagame, de ceci, qui nous montrent qu'elle est défaite. Quand l'armée est en train de faire des prouesses, on ne peut pas montrer. Et pourtant, nous sommes dans une guerre. Aujourd'hui, on peut nous repousser, mais demain, nous faisons beaucoup plus de progrès. Mais il faut fermer tous ces médias-là. Nous sommes en temps de guerre. On les ferme carrément. Pour moi, il faut les fermer. RFI, France 24, TV5, ça, TV5, ainsi de suite. Moi-même, j'ai été insulté par les gens de RFI lorsque j'avais parlé sur ces États-là, que c'est des États voyous qui sont en train de soutenir la guerre là-bas. Ils ont fait tout au journal et toute une émission. Sur vous? Oui, sur moi. Et ils parlaient avec des mots pas élogieux. Écoutez, mais ils sont en train de diffuser chez nous. Et personne n'avait réagi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de dire non, les autorités congolaises, quand ils échouent là-bas, ils veulent tirer, ils pensent qu'ils veulent jeter le blâme sur les autres, ainsi de suite. Mais personne n'avait réagi. On les laisse faire et ils se croient tout puissants. Il faut les rappeler que nous sommes chez nous. Nous avons un pays aussi. Nous sommes chez nous. Il faut les chasser, il faut fermer. Il faut les chasser. Est-ce que dans une situation pareille, Reverend, n'estimez-vous pas peut-être qu'un peu de dictature ferait quand même du bien? Ouais. Ouais. Je pense que chaque peuple a sa propre réalité sociopolitique. On a notre propre réalité. Il y a une dictature qui est pacifique. Toute dictature n'est pas forcément mauvaise. Nous ne pouvons pas avoir une démocratie plus que même les Européens eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a du libertinage. Et les gens pensent que c'est ça la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Le pays dit même démocratique, eux-mêmes sanctionnent.
Il sanctionne lorsqu'on publie, lorsqu'on parle, lorsqu'on diffuse. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la démocratie qu'on peut raconter n'importe quoi, qu'on peut dire n'importe quoi. On parle contre son armée, on insulte son chef, on fait ceci. Et pourtant, aujourd'hui, nous nous battons pour notre histoire. Tshisekedi un jour passera. Nous devons faire front commun derrière notre chef de l'État. On doit faire front commun parce qu'il s'agit du Congo. Alors pour moi, c'est ce qui manque un tout petit peu. C'est un peu que le président tape la main sur la table. Bon, parce que peut-être ce n'est pas... C'est ce qui manque. Ouais, c'est ce qui manque. Taper un peu le poing sur la le table. jour où il se décidera de taper la main sur la table, de sévir un tout petit peu, les choses vont bouger. Ah, il y a des choses qui vont aller tout seul. Ça va rentrer en ordre. Waouh. Ouais. On n'aura pas à circuler. Toute cette gabégie qu'il y a, des gens qui volent, tout ça, qui font ceci, ainsi de suite. Bon, écoutez, à un moment donné, le désordre, il faut seulement sortir, regarder la saleté qu'il y a dans la ville, vous regardez comment les gens conduisent, vous voyez comment les gens font. Écoutez, bon, ce n'est pas le chef de l'État qui doit tout faire, mais cependant, c'est lui, on doit reprendre sa politique. Absolument. Dans la population. Revenons. Nous allons terminer, mettre au terme à cette émission par cette question par rapport, je voudrais avoir votre avis par rapport à la peine de mort qui a été, que le ministre de la Justice avait vraiment mis en vigueur et observé, qui observait d'une certaine façon. Parce qu'il avait dit, tous ceux qui font du mal, tous ceux qui tuent, les Kuluna et tous ça, les criminels, doivent être tués, non pas recyclés d'une certaine façon, mais tués. Mais dans une sortie du président de la République, toujours dans les dîners, avec les corps diplomatiques, le président de la République a martelé pour préciser que la peine de mort, c'est beaucoup plus pour contre les crimes économiques. Est-ce que le président contredit son ministre ou quoi? Quelle est votre réaction? Bon, je pense que ils sont quand même condamnés à mort. Les Kuluna là qui sont arrêtés, ce sont des jeunes gens, des jeunes délinquants qui font vraiment du mal aux familles et aux individus. Ils font vraiment du mal. Et tous les Congolais, en majorité, sont derrière le ministre pour qu'il y ait quand même des peines qui pourront décourager toutes ces personnes-là. Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Je suis d'avis. Et ils exagèrent. Vous avez vu, la dernière fois, on a vu des images troublantes où on a coupé la main d'un citoyen congolais. On lui a coupé la main. C'est fini. Il reste handicapé à vie. C'est fini. C'est fini. Alors, ce sont des jeunes gens qui se promènent comme ça. Ce n'est pas qu'ils volent les gens, mais ils tuent. Ils sèment la terreur. De l'autre côté, il y a aussi, paraît-il, des innocents, des fois, qu'on ramasse comme ça. Paraît-il qu'ils ne sont pas Kuluna. Lorsqu'il y a une descente de la police, on ramasse un peu et puis on va commencer à faire le tri. C'est à ce niveau qu'il faut beaucoup plus faire attention pour ne pas tuer aussi les innocents. Moi, je dirais le même tapage que le ministre, parce que des fois, le ministre aussi, Moutamba, aime trop des tapages un peu sur les réseaux sociaux, le même tapage qu'il a pu faire sur le Kuluna, s'il faisait aussi le même tapage avec les voleurs en cravate, ça sera aussi très bien. Parce que pour nous autres, nous voulons aussi que les voleurs de la République soient condamnés sanctionnés. à mort. Ouais, les voleurs de la République. Si on mettait une loi pour dire que tu voles l'argent de l'État, tu es condamné à mort. Je pense que ça va arrêter. Parce que ces jeunes gens qui coupent les bras des autres, ils sont aussi pareils avec les autres qui nous volent des millions. Où il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Ils sont en train de détruire l'avenir de nos enfants. Quand vous circulez à Kinshasa, vous avez mal au cœur avec votre voiture. Vous avez mal au cœur. Il n'y a pas de route. Il n'y en a pas. On ne peut même pas dire qu'il faut aller en périphérie. Non. Vous êtes à la Gombe. Il n'y a pas de route. Il n'y en a pas. Donc, vous êtes seulement sur le boulevard. Une fois que vous entrez dans des routes d'à côté, là, c'est compliqué, c'est difficile. Mais il y a des gens qui volent l'argent sous vos yeux et ils construisent sous vos yeux. Quand on parle de construire une route, ils se font des passe-passe entre eux, ils se distribuent de l'argent. Alors, il faut que cette culture-là cesse. Pour moi, il faut les ajouter aussi à la liste de la peine de mort. Parce que quand le président a parlé de la peine de mort, seulement les gens qui font la trahison, tout ça, dans l'armée, ok, ça c'est un langage.
diplomatiques ou politiques. Mais il est vrai qu'on n'a pas vu où est-ce qu'on a tué les Koulouna. On n'a pas vu. On voit qu'on les arrête, certes, oui, mais on n'a pas vu où est-ce qu'ils ont été tués. Souvent, lorsqu'il y a peine de mort au Congo, on n'a jamais exécuté personne. Et peut-être on les fait de manière discrète. Non, on n'a jamais exécuté. Monga Tchouchou n'a pas été condamné à mort. S'il est condamné. Mais il est à la prison, toujours d'Indolo. Ouais, c'est pour exécuter sa peine là. Oui, il exécute sa peine, mais il n'est pas tué. C'est peut-être aussi ça, je pense que... Mais il faut trouver un moyen de décourager ces Koulouna-là. Mais on ne va pas juste les décourager en allant les prendre. Parce que un homme affamé, un ventre affamé, comme on le dit, n'a pas d'oreille. N'a pas d'oreille. Ouais. Ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'activité. Parce que les jeunes, il faut toujours savoir comment les contenir. Il faut avoir des centres où il y a le sport, il faut qu'ils aient du travail, il faut qu'ils aient ceci, il faut canaliser leur énergie. Et ça aussi, il faut qu'on travaille sur cet aspect des choses. Il ne faut pas seulement aller les attaquer, mais ça ne va jamais arrêter. Parce que même si on prenait les autres qui ont faim, qu'est-ce qu'ils se disent? J'ai la force. Je peux aller agresser mon voisin pour lui prendre ce qu'il a. Donc ça ne peut jamais terminer. Il faut qu'il crée du travail. Il faut qu'il y ait des choses, des mécanismes qui pourront aussi aider la jeunesse à se retrouver. C'est beaucoup plus ça. Mais quand il y a une poignée de personnes juste qui volent l'argent et qui laissent les autres sans boulot, sans rien, le phénomène Koulouna ne va jamais s'arrêter. Ne va jamais s'arrêter. C'est un privilège, Reverend, de vous avoir un patriote qui aime son pays, aussi un Reverend, quelqu'un qui a un ministère, qui a un don de Dieu et que Dieu utilise aussi puissamment pour le corps de Christ. Reverend, vous en tant que pasteur d'une grande église et de plusieurs églises partout dans le monde, en votre titre en tant que référent, qu'est-ce que vous préconisez en tant qu'homme des dieux par rapport à cette situation qui prévaut à l'Est? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des prières comme ça pour la nation? Ou bien qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour la partie qui est dérangée? Le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme. C'est à nous de construire une armée forte. C'est à nous-mêmes d'être sérieux. Ce n'est pas les anges qui viendront se battre pour nous. Ce n'est pas non plus la prière qui va faire en sorte que nos ennemis meurent. Qu'on arrête de détourner l'argent qu'on envoie aux militaires ou ainsi de suite. Qu'on donne des armes à notre armée et qu'ils aillent se battre. Le reste, nous pouvons prier pour notre chef et prier pour ceux qui dirigent l'armée pour que Dieu leur donne des idées, que Dieu puisse leur donner la force, que Dieu soutienne notre président, qu'il ait une vision claire, qu'il ait des bonnes pensées pour notre armée, pour notre population. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Mais le reste, il faut que les Congolais le fassent eux-mêmes. Il y a des nations qui ne sont pas des nations chrétiennes, mais qui ont réussi, qui ont gagné des guerres et qui ont réussi à bâtir leur pays ainsi que leur économie. Et pourtant, ils n'ont pas prié. C'est une erreur de penser que nous pouvons être là, prier en tout. Tu voles l'argent, mais tu dis, Seigneur, nous prions pour que nous puissions gagner. Non, arrête de voler l'argent et l'économie va se redresser. C'est tout. Que les gens arrêtent de voler, que tout le monde soit sérieux à sa place. Et cette guerre à l'Est, que tous, nous soyons patriotiques, qu'on arrête de trahir notre pays et on remportera la victoire. Mais vous savez que vous avez aussi une grande partie de la République entre vos mains, vous en tant que pasteur. Oui, il faut leur prêcher. Nous prêchons le patriotisme. Absolument. Nous disons aux gens d'être patriotiques, de soutenir leur pays, d'aimer leur chef. Et ça, je le dis, et en tant que pasteur, et même tous les hommes de Dieu qui sont par exemple patriotiques, nous avons le devoir de le faire. Mais cependant, je ne peux pas organiser une prière pour dire prière de la nation pour qu'on aille gagner la guerre. Non. Écoutez. Et ceux qui organisent ce genre de prière, ils ont tort? Bon, il y en a qui le font aussi parce que c'est lucratif. Hein. C'est beaucoup plus en termes lucratifs. Oui, c'est lucratif. Parce que des fois, on organise et on demande, non, nous faisons une prière. Allez, l'autre donne 20 000 ici pour soutenir, 50 000 pour soutenir, 100 000 pour soutenir, et ainsi de suite. C'est lucratif. Moi, je demande tout simplement qu'on donne des salaires décents à ceux qui se battent, qu'on leur donne les moyens qu'il faut. Ils iront se battre, ils n'auront pas besoin de prière. Ils n'auront pas besoin de la prière. Ouais. Reverend, pour tous ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui sont
du côté de l'Est, les familles en deuil, et pour les FARDC qui sont au front et eux dirigeants, quel est le message que vous pouvez leur adresser? Tous nos vaillants soldats, nous sommes avec eux, nous les soutenons et ils sont dans nos prières. Et nous prions Dieu que cette guerre prenne fin. Et tous ceux-là qui souffrent à l'est de notre pays, nous sommes des cœurs avec eux. J'ai même été pour distribuer des vivres aux déplacés des guerres, pour montrer que nous souffrons ensemble, on ne les oublie pas. Et nous voulons qu'un jour, que cette partie de notre pays puisse retrouver la paix. Et pour nos dirigeants, nous soutenons notre chef de l'État, que nous aimons beaucoup, et nous voulons qu'il prenne de bonnes décisions, toujours pour cette nation. Et si les gens, la machine ne marche pas, il faut remplacer. Et peut-être trouver d'autres personnes qui pourront faire marcher la machine. Si la machine ne tourne pas, il faut la remplacer. Ouais, lorsqu'on a nommé des gens, mais on sent que ça ne paye pas. Le reverend est pour le remaniement du gouvernement. Bon, le changement. Le changement. Du gouvernement. Le changement du gouvernement. Oh, oui, le changement. Alors, vous estimez qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas vraiment sur la vision. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a peut-être quelques individus qui essayent de se battre dans le gouvernement. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Le casting a été mal fait. Bon, le problème, c'est que le Congo est vraiment dans un gouffre. Ouais, il faut essayer de relever, mais ça ne marche pas. Il faut changer, il faut changer. Il faut changer. Nous avons fini, mais un homme de Dieu sur ce plateau avait dit que après l'indépendance, les Belges avaient fait des cérémonies un peu mystiques sur toutes les places des institutions. Et que, voilà, ici à Gombe, au Mont-Galiema, partout où il y a des institutions, ils ont fait des rituels un peu mystiques. Dans le sens que de freiner la RDC. Bon, il a vu ça parce que Dieu lui a montré en vision. Partagez-vous cet avis parce que selon lui, il a dit il faudrait que le chef de l'État accepte que nous fassions une prière qui donne son approbation, que nous allions sur ces places-là, on fait des prières et puis on remet le pays entre les mains de Dieu et tout va. Le président Tshisekedi a déjà remis le pays entre les mains de Dieu. Il a déjà remis le pays, il va le remettre entre les mains de Dieu combien de fois? Il dit que ça devrait normalement aller selon la conduite qu'il a reçue des dieux. Ouais, mais si lui, il a reçu la conduite, qu'il aille faire ses prières, il n'y a personne qui lui interdit. Il peut se retrouver dans tous ces axes-là où Dieu lui a révélé et faire les prières. Il y a des prières que Dieu montrait par exemple à Jérémie. Il sortait lui-même, il le fait et puis il sort, il rentre chez lui. Pourquoi il doit le faire seulement avec le chef de l'État? Et si le chef de l'État n'était pas des églises de réveil, qu'est-ce qu'il dirait? Si aujourd'hui le Seigneur vous montrait quelque chose me concernant, reverend, vous ne pourrez pas venir dans ma maison sans mon accord. Vous devez d'abord parler avec moi pour que je donne mon accord afin que vous puissiez prier. Pas forcément. Il y a des choses que Dieu nous montre pour que nous puissions intercéder aussi. Je peux prier pour toi sans jamais te parler. Je prie pour toi aussi. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est pas parce que tout ce que Dieu nous montre que nous devons aussi aller parler seulement à l'individu. Non. Donc, est-ce que nous sommes le seul pays au monde où il y a eu des affaires démoniaques qui ont été faites, des cérémonies? On n'est pas le seul pays au monde. On a beaucoup de pays qui ont émergé, qui sont allés même loin, qui sont musulmans. Il y a des pays, il y a des francs-maçons, il y a des pays où il y a ceci. Mais cela n'a pas empêché aux autres d'évoluer, de monter. Donc, je trouve que lui peut prier. Il peut se retrouver quelque part. Il prie, il va ici, il prie, il va là-bas, il prie. Ce sont des actions, des actes prophétiques qu'il peut aller poser. Il prie. Pourquoi seulement aller parler au chef de l'État? Il a déjà recommandé le pays entre les mains du Seigneur. Je pense que ça suffirait comme ça. Je ne veux pas le condamner parce que je ne connais même pas ce qu'il. Je ne veux pas condamner ce qu'il a dit. Je ne peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. Mais du moins, si j'ai reçu une parole comme ça, moi j'irai, je prie et puis c'est fini. Je rentre chez moi. Merci beaucoup, reverend, d'avoir accepté notre invitation et puis d'éclairer l'opinion sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive à la RDC. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je recevais pour vous le reverend Paul Mukendi, un patriote, quelqu'un qui a l'amour de son pays. Il parle avec tout son cœur. Vous savez voir un patriote, quoi. Alors, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir.